Doesburg va participer à des projets d'architecture en tant que peintre. Les architectes vont lui proposer, plusieurs architectes vont lui proposer de s'intégrer à des projets et de faire des décors, entre guillemets, intérieurs ou extérieurs, une intervention picturale dans les bâtiments. Cette question est importante, elle est au cœur des activités architecturales de cette période. Aujourd'hui, encore une fois, à part peindre des bâtiments en vert ou en orange, les architectes ne s'intéressent plus à ce qu'on appelle la polychromie. Et là aussi, c'est évidemment une régression majeure de notre période. La polychromie a été extrêmement importante dans l'architecture pendant tout le XXe siècle, jusqu'à une période finalement assez récente. Je peux vous renvoyer au livre d'entretien que j'ai fait avec l'architecte Henri Siriani, qui est, à mon sens, le dernier à avoir théorisé et à avoir travaillé cette question dans les périodes récentes. Parmi les collaborations, il va travailler avec cet architecte que vous voyez ici, qui s'appelle Jan Wils. Donc on va voir un certain nombre de projets. Là, ce sont les projets des années 1916. Je pense que c'est la première collaboration avec Wils. Il a une commande pour une école et pour la maison du directeur, qui est le professeur de cette école. Bon, vous allez voir que les architectures ne sont pas des architectures d'avant-garde, ce sont des architectures qui sont modernistes, entre guillemets, qui font évoluer un peu doucement l'architecture traditionnelle héritée du XIXe siècle en Hollande. Il faut dire deux mots de l'architecture, de l'état de l'architecture en Hollande, qui est extrêmement intéressant parce que se développent en Hollande deux mouvements parallèles autour finalement de deux capitales un peu concurrentes. D'une part, Rotterdam et d'autres villes comme Utrecht, etc., de villes dont on va parler, et ensuite Amsterdam. Amsterdam intervient sous le patronage de la grande figure de l'architecture hollandaise qu'est Hendrik Petrus Berlage, peut-être vous connaissez ce nom, qui est l'auteur de la bourse, du bâtiment de la bourse d'Amsterdam. C'est un peu l'équivalent en Hollande de la figure en France de Perret, par exemple, si on peut faire un parallèle, ou de la figure en Allemagne de Peter Behrens. Autour de Berlage vont se regrouper un certain nombre de jeunes architectes dans un mouvement qui va s'appeler l'école d'Amsterdam. Je ne veux pas évoquer ici parce qu'on n'a pas le temps, mais qui va avoir une activité très intéressante, plutôt en relation à l'expressionnisme, à ce qu'on appelle l'expressionnisme, qui se développe en parallèle en Allemagne. La plupart des bâtiments de l'école d'Amsterdam sont dans cette ville, tandis que autour de Rotterdam, Utrecht et des villes autres, s'activent des architectes plus influencés, on le verra, par une modernité différente, héritée en particulier de Wright et de l'influence anglaise. Et on voit ici, dans ces tout premiers bâtiments de Jan Wils, on est en 1916, le début d'une influence wrightienne. Ce que fait Doesburg sont des décors. Hein. On voit ici, dans la salle de gymnastique de cette école, une frise, on va voir peut-être un peu plus en détail, des décors picturaux et des décors qui sont liés à
une activité qui était très importante au début du siècle dernier, qui était tournée autour du vitrail. Alors, le vitrail, c'est évidemment un héritage du Moyen-Âge, mais qui va reprendre une force, une vigueur par des artistes plus contemporains à la fin du XIXe et surtout au début du XXe siècle. En particulier dans le mouvement de l'Art nouveau. De très nombreux créateurs vont s'épanouir dans la thème du vitrail. Dans l'école de Nancy, c'est Jacques Rubert. Il y a des vitraux extrêmement intéressants en Belgique, autour de Horta, etc. Donc tous ces mouvements s'articulent les uns avec les autres. Et dans ces vitraux, on voit l'expression de ce qui va être, du point de vue pictural et du point de vue architectural, le cœur même du travail du mouvement de Stiels, qui est l'utilisation de l'horizontale, de la verticale, comme nouvel équilibre dans les rapports de couleurs, et aussi l'intégration de la diagonale. On voit ici, dans ce vitrail, finalement, la superposition des deux, c'est-à-dire que les croisillons en diagonale créent une figure losangique qui, vous le verrez, on le verra plus tard, va avoir une extrême importance dans la pensée théorique même de la peinture de Hubert et de Mondrian, et qui sera même sujet de conflit entre les deux artistes. Voilà le détail de ce qui est aujourd'hui, ce qui reste de la frise dans cette école. On voit que les motifs, finalement, sont des motifs qui ne se réfèrent plus à un univers naturaliste. Le fait de faire des frises dans des maisons, ici, dans une école, c'est aussi un héritage de la décoration appliquée depuis l'Art nouveau, de très nombreux exemples d'Art nouveau de cet ordre, mais qui se réfère à la nature. La source même de l'Art nouveau, c'est un regard, quelquefois tirant la nature vers l'abstraction. Par exemple, on le voit dans les travaux des grands graphistes, comme Eugène Grasset, ici en France, qui vont géométriser la nature, et qui va aboutir aussi à la transition entre l'Art nouveau et l'Art déco. Ici, on quitte complètement la référence naturelle. On verra tout ça du point de vue théorique, toute l'importance de cette question. Voilà la maison, donc, une seconde maison, pardon, qui est la maison du notaire Lange à Alkmaar, la petite ville d'Alkmaar, maison qui là aussi se réfère un peu à l'architecture anglaise et au Werkbund allemand, qui est aussi un mouvement qui précède le Bauhaus, qui a une importance dans cette période-là. L'intérieur de cette maison et l'intervention de Doesburg dans cette maison de Vils sous la forme de vitraux. Il y a d'autres artistes, ici un sculpteur qui s'appelle Brouwer, qui travaille dans cette maison, et la polychromie faite par Doesburg de l'intérieur, là on voit l'escalier. Donc on va voir petit à petit l'importance du rapport à Wright et l'influence, là aussi, du travail de la géométrisation des figures naturelles que fait Wright à travers les détails de cette maison. Là, on voit la rambarde de l'escalier et on voit une petite sculpture qui est en tête du démarrage de l'escalier, on le voit un peu mieux. Pour faire les frises qu'on a vues, Doesburg utilise une technique de stencil, de pochoir. Donc là, on voit le dessin du pochoir à droite et le pochoir lui-même, c'est-à-dire une sorte de feuille de carton un peu épais découpée, et qui permet de, après, avec
un pinceau spécifique d'appliquer la couleur. Ces plans colorés, ils utilisent des figures géométriques. Des figures quadrangulaires ou rectangulaires. On est en 1917. Là aussi, évidemment, la géométrisation des formes a transité par le cubisme, mais le cubisme est toujours attaché à la représentation du réel. Ici, on voit dans ces décors, là c'est le dessin de cheminée, aussi l'installation d'une sorte d'univers flottant, de forme géométrique dans un espace blanc. On voit ici le dessin et la réalisation du vitrail dans cette maison. Autre projet de Jan Wils, le café-restaurant habitation de Dubele, dans la petite ville de Verden. Ici, on voit une photographie de ce bâtiment et la perspective qui, visiblement, a été calquée sur la photographie. Voilà le dessin de Jan Wils. Et Jan Wils demande à Doesburg non seulement de faire la polychromie intérieure, mais également de faire le mobilier. Donc, on voit le dessin des premiers meubles de Doesburg pour ce café. Ça fait le devant du comptoir du restaurant, l'arrière avec les portes. On voit bien que tout ça, c'est la partie où on suspend les verres, etc. C'est le bar. Jan Wils va poursuivre son œuvre d'architecte, se développer de manière indépendante. Il continuera à collaborer, là on voit l'exemple de cette collaboration avec d'autres peintres, en particulier le Hongrois Vilmos Huszár, qui participe au mouvement de Stil, et le peintre et typographe Piet Zwart, qui est aussi un intervenant de Stil. On voit ici une perspective qui évidemment est représentative de l'influence de Wright. Donc on aurait pu mettre en parallèle de cette image le célèbre bâtiment, le Larking Building de Frank Lloyd Wright, en tout cas le hall intérieur. Et en partie haute de cette perspective, on voit un vitrail à nouveau de Vilmos Huszár, qui est évidemment très proche des peintures de Stil. Encore une collaboration de Wils et de Piet Zwart, l'intérieur d'une salle de danse. Doesburg va poursuivre cette collaboration avec d'autres architectes. Ici, on va voir celui-ci qui est évidemment très important. On évoquera son œuvre également plus tard, qui s'appelle Jacobus Johannes Peter Houdt. On voit le portrait de Houdt et les portraits abstractisants de Doesburg, de cet architecte. Houdt va participer très activement au début de la revue de Stijl. Il participera également, on le verra la semaine prochaine, à la grande exposition qui aura lieu à Paris des travaux des artistes et architectes de Stijl. Et il va se faire connaître d'une manière aussi indépendante dans des publications de revues d'architecture en France, et il sera un des principaux architectes reconnus par les critiques français, et également en Allemagne, à travers une monographie qu'il publie aux éditions du Bauhaus en 1926, on est un peu plus tard, dans lequel il va présenter l'architecture hollandaise, disons le renouveau de l'architecture hollandaise, en montrant à la fois certains projets de l'école d'Amsterdam. Ici on voit un bâtiment, si je ne dis pas de bêtises, de Jan Frederik Staal, ses propres œuvres, et puis on voit en bas d'image l'œuvre d'un créateur de meubles et architecte dont on parlera plus tard, qui s'appelle Rietveld. La première collaboration, c'est
cet hôtel, qui est un hôtel au bord de la mer, dans la province hollandaise, destiné à accueillir, c'est une sorte d'auberge de jeunesse, entre guillemets, destiné à accueillir des jeunes filles de familles ouvrières pour lieu de vacances. Donc un hôtel à dimension sociale. Bon, vous voyez que le bâtiment n'a rien de spectaculairement moderne, il est symétrique, là encore une fois, hérité de l'architecture un peu de Muthesius en Allemagne, et aussi des mouvements Arts and Crafts anglais. On voit qu'il y a une symétrie totale du bâtiment, avec au moins une sorte de simplicité dans le décor et dans l'architectonique même de ce bâtiment. On voit des éléments de grande verticalité qui évoquent la simplicité de cet autre architecte allemand très important qui est Heinrich Tessenhoff, l'architecte de la cité-jardin de Hellerau, qui travaillera le frère de Le Corbusier, qui passera également Le Corbusier, et intégrer à cette architecture extrêmement simple des fragments d'œuvres de Theo van Doesburg, ici sous forme de briques émaillées de couleurs, au-dessus du portail d'entrée et sous les fenêtres. Voilà les dessins de cette intervention. Voilà les détails des briques émaillées. Et également sur le dessin et le carrelage de l'escalier principal de ce bâtiment. Voilà là, ici une photographie du dessin, et voilà le dessin original, avec à la fois les plans de l'édifice et le travail de Doesburg sur le sol. Deux mots sur ce travail. Qu'est-ce qu'on peut essayer de voir dans ces dessins? C'est, bien sûr, sont des figures abstraites qui sont un peu comme des Grecs, c'est-à-dire ce qu'on appelle des Grecs des sortes de linéarité qui se répètent, qui se relient. Vous voyez que la partie, là c'est l'entrée était par ici, la partie centrale qui est devant l'escalier, c'est une sorte de hall, c'est un grand rectangle. Néanmoins, à l'intérieur de ce rectangle, vous voyez qu'il y a une sorte de centralité ici, là et là. C'est-à-dire que ce rectangle est divisé en 3 carrés qui sont en continuité, mais où la densité du dessin est centrale à ces 3 carrés. Et dans la composition même, vous voyez que la figure ici est une sorte de figure en svastika. Vous avez cette malheureuse figure géométrique utilisée et dévoyée par les nazis, mais c'est une figure qui signifie un mouvement rotatif sur la base d'une sorte d'hélice carrée. On le voit très clairement dans cette partie-là. Alors que les autres sont des figures plutôt d'ordre, disons, où les éléments semblent fuir à partir d'un centre qui est moins dense. Sur l'arrière, on a à nouveau une figure centrale divisée en plusieurs parties, et puis plus clairement des séries de marques à base carrée. Il va transformer ce travail, qui est un travail très concret de carrelage, en composition picturale. Là, on voit ici une inspiration très liée à ce projet sous la forme de ce qu'il a appelé composition 9. Ici, la maquette de l'intérieur de ce bâtiment, avec le rapport à l'escalier et les 2 paliers en haut et en bas qui se répondent. Des photographies de l'époque.
voyez qu'il a une grande continuité. Il utilise tous les éléments architectoniques pour installer la couleur. On le verra plus précisément encore un peu plus tard. Et évidemment un vitrail sur la partie de la façade. Avec Oud, il va participer à un grand projet urbain. Donc Oud aura une activité d'architecte. Il commence à faire ces bâtiments que l'on vient de voir et d'autres. Et puis il va travailler pour la ville de Rotterdam, à la fois comme architecte et comme urbaniste, dans des projets de logements sociaux qui sont, à Rotterdam, là on est dans les années 20, l'équivalent de ce que les architectes de l'école d'Amsterdam font pour les associations de logements ouvriers. Vous savez qu'en Hollande, la construction de logements ouvriers se fait sous la forme d'intervention de coopératives et non pas d'intervention de promoteurs au sens français ou d'intervention de l'État. Ce sont des coopératives ouvrières qui s'organisent entre elles avec des financements particuliers, participatifs, où les logements sont faits aussi avec une certaine participation des syndicats dans la construction du logement social. On voit dans ces projets de Oud une architecture beaucoup plus rigoureuse du point de vue de la simplicité du langage que l'expression plastique que vous avez dans les bâtiments d'Amsterdam, dont les plus célèbres architectes sont Michel de Clercq, Jan Frederik Staal, Madame Margaret Kropholer, qui est la femme de Staal, qui sont des architectes extrêmement intéressants. Dans ce quartier dessiné par Oud de Spangen, il y a plusieurs séries de bâtiments avec des articulations un peu étranges où on passe d'une architecture de toit, comme on le voit ici, à une architecture de toit-terrasse. On voit bien chez Oud, il y a une espèce de progression assez prudente vers la modernité. Et ce quartier de Spangen est vraiment l'expression de cette prudence. L'intervention de Doesburg, par rapport, on le voit dans ses perspectives, c'est une intervention où il va remettre en cause la stabilité architecturale, la symétrie proposée par Oud, par un travail sur la diagonale. Et vous avez aperçu dans l'image précédente que les fenêtres, la mise en couleur des fenêtres, ne correspond pas à des verticales et des horizontales, mais à des expansions diagonales des couleurs, le jaune, le bleu, le vert, expansion qui crée ces figures géométriques libres et que Doesburg veut indépendantes du tracé même des façades de l'architecture de Oud. Cette question sera sujet d'un conflit avec l'architecte et d'une brouille, parce que Oud va parfaitement comprendre qu'à travers la polychromie, que pourtant c'est pas grand-chose, hein, c'est simplement les dessins des menuiseries, mais à travers la polychromie que propose Van Doesburg, il y a une critique de l'architecture, il y a une critique de cette stabilité répétitive de l'architecture. Et les couleurs qu'introduit, par exemple là on est passé sur l'autre façade, hein, de la perspective, les couleurs qu'introduit Doesburg sont une sorte de déséquilibre dans la symétrie proposée par Oud. Là également un travail très intéressant sur la mise en couleur des fenêtres, des logements, où Doesburg dessine simplement les éléments quelquefois horizontaux, quelquefois verticaux, qui introduisent un mouvement dans la façade. Voilà le fond des dessins des bâtiments
Aude, de ce quartier de Spangen. Voilà la réalisation, c'est un travail de très grande ampleur qui fera connaître Aude à la fois comme architecte et aussi comme urbaniste, qu'il va publier très largement, montrer dans les conférences. Là, donc tous ces architectes font des conférences, bien entendu. Là, vous voyez sous forme de diapositives, c'est des diapositives avec des photographies sur verre, photographies de ce bâtiment, et l'intérieur de la cour jardin, avec des jardins ouvriers. Évidemment, dans cette prudence que j'évoquais par rapport à la modernité, on voit bien qu'à l'intérieur, Aude se sent beaucoup plus libre. À l'extérieur, il ne veut pas rentrer trop en conflit, alors que l'intérieur est beaucoup plus moderne. Et Doesburg va également proposer la mise en couleur de ces éléments, ainsi que des installations de différents vitraux colorés au-dessus des portes d'entrée, avec des variations, on le voit sur les jeux de couleurs. Néanmoins, ce conflit entre eux fait que le bâtiment sera, hormis les vitraux, ne sera pas réalisé comme l'a souhaité Van Doesburg. Il va collaborer avec un troisième architecte qui est un architecte provincial avec qui il va entrer en amitié, et cette amitié perdurera très longtemps, et lui va accepter la sorte de violence du travail de Doesburg. Ça va lui coûter cher parce qu'il sera très critiqué dans sa propre ville, qui est la ville de Drachten, il est architecte de cette petite ville de province. Il s'appelle Sisringsdebourg. Voilà une lettre de Doesburg à cet architecte. Donc là aussi, vous voyez que donc on va parler de ces logements-là. C'est vraiment pas de l'architecture révolutionnaire, mais au fond, peu importe à Doesburg, ce qui l'intéresse, c'est la manière dont la couleur peut dynamiser ce travail architectural. Donc voilà les dessins de Doesburg, les mises en couleur de Doesburg des façades de Ringsdebourg. Donc, ce quartier va s'appeler, entre guillemets, les maisons perroquets, c'est une espèce de nickname, de surnom un peu critique. Et il y aura une protestation, on a les dessins de l'architecte, et puis les travaux de mise en couleur de Doesburg. Il y aura une protestation des habitants qui vont trouver ridicule ces couleurs et qui vont demander, au bout d'assez peu de temps, à ce que ça soit effacé. Et ce n'est que récemment que la mise en couleur est redevenue dans son état initial. Il y a l'intégration de vitraux qui nous permet de comprendre comment travaille Doesburg dans ses figures picturales. Dans cette période du début des années 20, de 1917 à 1920, il ne fait pas directement des œuvres abstraites, il prend un sujet, par exemple ici une espèce de renvoi à partir d'une œuvre célèbre de Van Gogh, qui est le Semeur. Il en traduit les formes dans une sorte de figuration géométrique, jusqu'à développer ça à la limite de la possibilité de retrouver le sujet. Donc là, on voit cette figure-là, et à nouveau transformée en vitrail sur une série de vitraux qu'il va appeler les pastorales, grandes pastorales ou petites pastorales. On a des détails, des dessins des vitraux. Voilà l'ensemble, donc ce sont des éléments, les vitraux sont pour des questions de manipulation faits par éléments carrés juxtaposés, on voit très bien ici, superposés, qui présentent à la fois différents personnages
dans différents sens, horizontaux ou verticaux. Donc voilà ces grandes passerelles. On voit ici, on en reparlera plus tard, mais on voit quelque chose d'extrêmement important qui est le choix particulier des couleurs. Vous avez vu que les couleurs de Doesburg ont tendance à être d'une part très vives, donc faire appel à des couleurs pures, et d'autre part restreintes dans la gamme. Il y a dans les dessins qu'on a vus précédemment du vert, du bleu, du jaune, du rouge. On va voir que la rencontre et la participation au mouvement de style du peintre Bart van der Leck, dont on a parlé, j'ai évoqué un tout petit peu le nom tout à l'heure, ce peintre va avoir une importance fondamentale parce que lui va aller au bout de la logique de la restriction des couleurs jusqu'à n'utiliser que les trois couleurs primaires, bleu, jaune, rouge. En opposition à ce qu'ils vont appeler les trois non-couleurs, qui sont le blanc, le gris et le noir. Donc, on en reparlera, mais on voit bien que ici, Doesburg utilise ce thème des trois couleurs et des trois non-couleurs pour les manipulations intérieures. Il reste certains éléments en vert. L'intégration du vert reste chez Doesburg importante. On le verra même dans des travaux beaucoup plus modernes, comme la création de l'aubette à Strasbourg. On consacrera un cours entier à l'aubette. Ce que ne retiendra pas Mondrian. Vous ne trouverez pas chez Mondrian la présence du vert parce que le vert est encore un héritage pour Mondrian du rapport à la nature. Donc si on veut éviter toute influence du naturalisme sur la peinture, donc vous voyez les échantillons de tissu, de couleurs, vous voyez ici les détails des esquisses de mise en peinture de tous les éléments architectoniques des maisons, à la fois extérieures et intérieures. Les portes, les fenêtres, les cheminées. Donc dans ce bâtiment, il y a une véritable collaboration très complète entre le peintre et l'architecte. Voilà des détails des sols, carrelage. Ici, les ébrasements, les escaliers, les fenêtres, le plafond. Donc, vous voyez, on comprend pourquoi ça a été surnommé le perroquet. Voilà la réalisation. Ça, c'est le détail des portillons des barrières d'entrée des jardins.